Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur les Blasto News. Je tiens déjà à m'excuser sur le fait que j'ai été relativement absent cette semaine. Bon, je suis parti tourner dans les Pyrénées pour une vidéo, donc je suis absolument désolé de tout ça. Mais c'est pas grave, on va reprendre comme on peut, hein. C'est toujours un petit peu chaotique ce qui se passe en ce moment sur Blasto News et sur le Twitch. Donc encore une fois, vous m'envoyez désolé. On va reprendre comme il faut, surtout que l'actualité est relativement brûlante en ce moment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça y est, c'est officiellement la fin des fêtes de fin d'année. On va reprendre une activité normale et bordel, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment ? Évidemment, on commencera notre petit tour d'horizon des mises à jour du Game Pass, parce que c'est méga intéressant. Mise à jour du Game Pass en février, qui est plutôt pas mal. On a surtout vu à quoi allait ressembler Mass Effect Legendary Edition, puisqu'il a été montré. Et c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. C'est plus qu'un simple remaster. C'est pas un remake, loin de là. Mais il y a du vrai travail qui a été fourni dessus et qui, à mon sens, va valoir largement l'achat pour les fans comme pour les nouveaux venus. Vous verrez, on en discutera pourquoi. On parlera évidemment de la fermeture de studios chez Google Stadia. Ça fait longtemps sur Blasto News qu'on n'avait pas parlé d'eux. Peut-être qu'à force de taper dessus, ils ont fini par prendre trop cher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 2 studios qui ont fermé. 2 studios qui devaient faire des jeux exclusifs à Stadia. On va discuter de cette actualité ensemble et voir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire. On terminera sur les résultats financiers de Sony et de Nintendo qui sont plutôt quand même assez véloces. Et enfin quelques pistes pour la partie 2 de Final Fantasy VII Remake. Voilà. Vous êtes bien sur les Blasto News, installez-vous confortablement. C'est parti! Alors, dans un premier temps, on va aller s'amuser à faire un petit tour du côté des jeux qui ont été ajoutés et qui vont partir du Game Pass. Je le rappelle, le Game Pass, c'est une offre qui vous permet de jouer à des jeux vidéo sur console, sur PC et dans le cloud via le xCloud. On a du 109 et un Final Fantasy qui se balade. Alors, première nouvelle, je ne savais pas que... Il me semblait que Final Fantasy XII Zodiac Age était déjà présent dans le Game Pass. Eh bien, sachez que il vient d'arriver pour le mois de février. Voilà, Final Fantasy XII The Zodiac Age qui débarque sur console et sur PC. Je ne le savais pas, donc la version finale de Final Fantasy XII, la plus complète avec le sphérié, je sais plus si ça s'appelle sphérié, j'ai un doute, le plus complet possible, des corrections de bugs par rapport à la version PS2, une version qu'on n'avait jamais eue en dehors du Japon à l'époque de la version PS2, qui est sortie sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One, je crois il y a déjà 3 ans, un truc comme ça, 3-4 ans, je sais plus. Peut-être plutôt 2-3 ans, qu'on retrouve à vraiment pas cher en ce moment, mais qui du coup fait partie du catalogue Game Pass. Le catalogue Game Pass qui se remplit de Final Fantasy. Alors il y a le Final Fantasy XV qui est parti, malheureusement, mais on va retrouver un Final Fantasy XII Zodiac Age, surtout la possibilité d'accélérer le jeu. Oui, alors surtout ça, c'est méga cool d'avoir offert cette opportunité-là. Débarque donc dès aujourd'hui Ghost of a Tale, Project Winter et The Falconeer. Alors The Falconeer, c'est l'exclu Xbox Series X, qui est pas faux folle, hein, faut pas se mentir. Project Winter qui a l'air sympa, il faudra que je le teste parce que ça va peut-être pouvoir m'aider sur la vidéo sur la montagne. Hein, on pourra peut-être en parler de la vidéo sur la montagne en parlant de ça. Et Ghost of a Tale qui est un jeu très sympathique aussi. Final Fantasy XII en 11 février. Jurassic World Evolution, je suis pas fan de Jurassic World Evolution, c'est un jeu de gestion. Bon, il fonctionne bien, c'est déjà ça, mais en termes de jeu de gestion, je trouve qu'il y a mieux. Je l'avais testé et acheté sur Steam à l'époque et j'étais un peu déçu, je m'étais fait rembourser, je m'en souviens. Steels Inc 2 A Game of Clone qui est sorti, et aussi Wolfenstein Youngblood qui arrive sur Android. Alors il est déjà sur le Game Pass PC et console, le Wolfenstein, mais là du coup maintenant il va pouvoir être jouable sur le cloud pour pouvoir y jouer partout avec votre téléphone. Ça en va du xCloud, du coup de Blob, Ninja Gaiden 2, World of Honor et Shadow of the Damned. C'est un peu con pour The Blob et Ninja Gaiden 2.
C'est des jeux 360, c'est plutôt sympa. Un platformer plutôt cool qui était arrivé sur Wii à l'époque, je me souviens, qui était sorti après sur les autres consoles. Ninja Gaiden 2, c'est dommage aussi parce que c'est un très bon jeu, mais c'est pas la version définitive. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir sur Ninja Gaiden 2, prenez plutôt les versions PlayStation 3, qui sont des versions Sigma, entre guillemets, qui sont beaucoup plus vénères. Vous pouvez y jouer encore avant le 15 ou le 16 février prochain. Dans les médias, sachez qu'ils vont partir et je suppose que vous aurez du coup droit à des grosses réductions sur ces jeux avant qu'ils ne s'en aillent. Voilà, c'est la mise à jour du moment. On enchaîne. Game Pass à 1€ pendant 3 mois en ce moment. Oui, bah faites-vous plaisir, vous avez vu Freedulo, il est à 1€ en ce moment, faites-vous plaisir. C'est un service qui fonctionne très très bien. On enchaîne. Jurassic Park, il était gratuit chez Epic. Oui, alors si vous avez plus l'occasion de le tester là-bas, faites-vous plaisir. Puis ça reste un jeu de gestion, ça reste mieux sur PC, hein, qu'on le veuille ou non. On a vu la putain de Legendary Edition de Mass putain d'Effect. Je suis méga hype. On a une date de sortie, ça arrivera le 14 mars. On a eu plein d'infos là-dessus et plein d'images et de visuels sur ce que ça allait donner. Et bon sang que ça a l'air trop bien. Mass Effect, ma trilogie préférée ever. Si je dois faire un classement de mon top 2 de mes jeux préférés ever, vous avez Zelda et ensuite Mass Effect. 14 mai, non. À 14 mai, j'ai confondu mai et mars alors. C'est mai, oh merde. Tac. 14 mai, oui, excusez-moi, j'ai mal lu, c'est 14 mai. Bon bah du coup, je vais calmer mes ardeurs. 14 mai, voilà, excusez-moi. Le clone de Halo, ça va faire plaisir à Mage. Mais n'importe quoi, c'est pas du tout un clone de Halo, arrêtez tout de suite. Alors, quelles sont les nouveautés que nous aurons là-dedans, dans cette Legendary Edition? Mass Effect 1, 2, 3, ça va de soi. Tous les DLC, une quarantaine de DLC, et inclus, nous raconte du coup le journaliste de chez Gameblog, même les flingues de précommande qu'il fallait récupérer chez Game à l'époque. De la 4K et de UHDR. Du 60 FPS sur console, 120 sur PC. 120 sur PC et 21 neuvième. Ça fait méga zizir. Des modèles et des modèles 3D et des textures améliorées. Et c'est beau, parce qu'ils ont utilisé une intelligence artificielle pour réfléchir les textures, etc. Et c'est vraiment amélioré pour le coup. Ça, c'est Eden Prime dans Mass Effect 1. Je sais pas si vous voyez Eden Prime dans Mass Effect 1, mais ça ressemblait pas du tout à ça. C'était moins impressionnant. Il sortira en physique. Oui, je vais vous montrer le comparatif. Mass Effect. Legendary. Parce que quand même, il y a quand même de jolies améliorations sur ce qui a été présenté. Regardez-moi ça. Là, il y a quand même de la grosse amélioration. Les changements lumineux, on est d'accord que ça apporte énormément de choses. On est dans ce gabarit-là. Alors, je vais pas vous montrer toutes les améliorations lumineuses, etc. Mais on est sur ce gabarit-là. On est sur cette envie-là. Alors, c'est pas tout. On va continuer. Jouabilité plus ergonomique. Ah, ils ont repensé les commandes. Donc on aura une jouabilité qui sera à peu près équivalente entre les trois jeux. Rassurez-vous, Mass Effect 1 sera davantage orienté RPG que ne l'est un Mass Effect 2 ou un Mass Effect 3 par exemple. Chacun va conserver sa particularité. Cela dit, ce sera plus d'actualité. La manière de jouer sera un peu mieux repensée. Les menus seront plus ergonomiques et un peu plus cohérents les uns avec les autres. C'est une très bonne nouvelle parce que Mass Effect 1 aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu lourdingue, on va pas se mentir. On aura le même éditeur de personnages pour les trois jeux. Alors, ça peut vous paraître con, dit comme ça. Mais c'est super. Parce que si tu fais ton personnage, ton Shepard dans le 1, et que tu le transfères dans le 2, puis dans le 3, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait,
mais c'est pas beau. Le personnage du 1, on dirait qu'il porte une coiffure Playmobil. C'est très très mal géré dans le 2 et t'es obligé de repasser par l'éditeur de personnages pour essayer de corriger des trucs. Et alors dans le 3, je vous raconte pas la gueule du personnage que vous aviez créé dans le 1 une fois que c'est porté dans le 3. Il est juste ignoble. Et en plus, vous n'avez pas de problème de transfert pour Shepard femme. Oui, parce que la Shepardette iconique est disponible dans Mass Effect 1. Faut savoir que Shepard femme, il n'y avait pas vraiment de modèle. Là où vous aviez un acteur pour le Shepard mâle, vous n'avez pas vraiment de modèle pour le femme dans le 1 et le 2. Dans le 3, vous en avez un. Et donc du coup, vous aviez le modèle du 3 maintenant qui sera dans le 1, le 2 et le 3. Voilà, ce sera le modèle standard, on va dire. Il n'y aura pas de multijoueur dans Mass Effect 3. Alors je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça parce qu'il y avait une influence dans l'histoire du multijoueur. Voilà, pour avoir la vraie fin, il fallait jouer au multijoueur, etc. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça du coup. Est-ce qu'on pourra quand même faire des missions pour pouvoir gérer tout ça comme il faut? On verra. Et le plus important, je l'ai pas précisé parce que je voulais garder le meilleur pour la fin, mais en termes de jouabilité plus ergonomique, la jouabilité du Mako est revue. La jouabilité du Mako est revue. Voilà. Retrouver les 3 jeux et tous les DLC est une bonne nouvelle. Possibilité d'inclure du contenu non retenu à l'époque a été évoquée par les équipes. L'idée s'est perdue car elle représentait trop de travail. Alors, comme je vous l'ai dit et comme le précise ici, vous attendez pas non plus à un remake. C'est-à-dire que les animations restent les mêmes. Cependant, en termes de texture de peau, en termes de cohérence visuelle entre les différents morceaux des corps, que ce soit les cheveux, les yeux, etc., ce sera plus beau. Mais les animes restent les mêmes, d'accord? On n'est pas sur un remake, on est sur un remaster plus. On est, j'ai envie de vous dire, sur ce qu'on pourrait s'attendre de minimum sur un remaster, vous voyez? Parce que la plupart des remasters pendant un temps, c'était juste vas-y que je te fais pousser la définition jusqu'à de la 4K ou du 1080p avec un 30 fps solide. Là, on va vraiment chercher le 60 images par seconde et on applique une intelligence artificielle de calcul pour revoir de manière cohérente les textures, les modèles 3D qui changent aussi. On est sur vraiment ce qu'on peut s'attendre sur une remasterisation. Je dirais qu'on est au level par exemple de Zelda Ocarina of Time 3D sur 3DS. Vous voyez, on est à peu près à ce niveau-là. C'est-à-dire que le jeu fondamentalement reste le même, les animations restent les mêmes, mais certaines choses vont changer en termes d'ergonomie et en termes visuels. Voilà. Et je trouve ça super cool. S'ils arrivent vraiment à garder l'essence ou à sublimer ce qu'était le Mass Effect, parce que c'est un petit peu le truc que tu peux avoir peur, c'est si la colorimétrie change beaucoup trop, parce que la colorimétrie originale, sur Mass Effect 1, bon je serais d'accord pour pousser un petit peu les lumières, etc., pour que ça en mette plus dans les yeux, etc., mais il faut garder l'esprit, et c'est là aussi que ça va devoir jouer. J'espère qu'on va pouvoir garder l'esprit original, ou en tout cas que le nouvel esprit qui est apporté va apporter davantage, va en mettre plein les yeux encore plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire à ce niveau-là. C'est important de garder ça. Je vais vous donner encore l'exemple de Zelda, mais on est d'accord que entre Majora's Mask original et Majora's Mask 3D, il y a une différence de ton. Le Majora's Mask sur 3DS est plus lumineux. Ça apporte autre chose. C'est pas moins bien, c'est différent. Mais là où vous aviez quelque chose de plus terne et de plus mélancolique dans Majora's Mask sur Nintendo 64, ce qui a été perdu en cours de route avec le Majora's Mask sur Nintendo 3DS. Voilà. C'est trop beau pour duer, où est la douille? Je sais pas, peut-être le prix, hein, je suppose que ça sortira à 70 balles. Voilà, elle sera peut-être là la douille. On verra. Après, ces 70 balles, je veux dire, c'est 3 jeux avec un vrai retravail dessus. C'est pas un remake, ok, mais on verra. J'espère qu'ils ont changé les bases ennemies en mode préfabriqué des quêtes secondaires de Mass Effect 1. C'était toutes les mêmes, avec les mêmes 4 salles dans toutes les quêtes. J'espère. On verra. Et il n'y aura pas de patch next-gen, évidemment. Pas de patch next-gen. Pour le moment, il n'y a pas de patch next-gen annoncé. J'aimerais bien que, tu vois, entre-temps, ils annoncent que le 120 FPS est possible sur console next-gen. Genre, je vous avoue
que d'y jouer en 120 images par seconde sur mon écran, sur Xbox Series X, ça me ferait grave plaisir. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne. J'ai faim, j'ai un petit creux, c'est pas grave. On enchaîne, Google Stadia, les studios de développement qui ferment et Jade Raymond qui s'en va. Alors, c'est une annonce ultra importante qui a été faite dernièrement. 2 studios de Google Stadia ont fermé. Les 2 studios qui étaient censés créer des jeux exclusifs à Google Stadia et qui étaient en réalité au cœur de la stratégie marketing de Google Stadia, puisque c'était la plus-value de Stadia. Le fait que des jeux exclusifs à Stadia étaient censés arriver, c'était l'argument choc par rapport aux autres plateformes de streaming jeux vidéo qui n'avaient pas vraiment prévu ça, à l'exception d'Xcloud, mais on en reparlera un petit peu après. C'était l'argument choc et ce qui devait légitimer le modèle économique, on va dire, un petit peu bâtard de Google Stadia à base de c'est gratuit mais il faut que tu achètes tes jeux plein pot. Il y a une version à 10€ par mois si tu veux jouer en 4K, si tu veux profiter de réductions ou de jeux qui peuvent être offerts de temps en temps. C'est cette promesse là de Google Stadia, elle tenait parce que à terme il y aurait des jeux exclusifs. Sauf que le service, ça fait déjà 2 ans qu'il est là, qu'il n'y a jamais eu de jeu exclusif fait par des studios, les fameux studios qui ont fermé, qu'en 2 ans il n'y a même pas eu de tease de projet, et que les studios ont donc fermé sans jamais avoir rien produit. Aujourd'hui, Stadia se dirige vers un service de streaming à la manière d'un jeu force. C'est-à-dire qu'ils ont l'architecture qui fonctionne très bien, mais ils n'ont plus cette prétention. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Ils n'auront plus à l'avenir la prétention d'être le 4e acteur du marché. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette annonce-là, c'est un aveu d'échec de la part de Stadia de se lancer en concurrence à Nintendo, Sony et Microsoft. Il n'y aura pas de 4e acteur sur le marché. Google ne sera pas l'outsider. Le service peut continuer. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y aura très certainement des exclusivités qui seront signées avec des éditeurs tiers pour promouvoir le service. Peut-être qu'à moyen ou long terme, c'est un service qui sera loué à d'autres acteurs. Je force, Nintendo, Sony, Microsoft. Mais en attendant, cette bataille-là, ils l'ont perdue. Ils ont été pionniers, plus ou moins, quoique c'est plutôt PlayStation qui a été pionnier. Malheureusement, ils n'ont pas été suffisamment vite pour occuper le terrain. Ils se sont fait marave la gueule par Xcloud, très clairement, parce que c'est la meilleure offre du marché. Derrière, vous avez GeForce, qui est vraiment l'outsider, pour le coup, parce que pouvoir jouer à ces jeux Steam en cloud et profiter des améliorations matérielles proposées par Nvidia, ça fait quand même très mal, hein, on va pas se mentir que c'est quand même très cool. GeForce aussi. Vous avez Amazon, qui est lui aussi un GAFAM, qui arrive derrière et qui propose pour le moment une offre beaucoup plus attractive que ce que ne proposera jamais Google, parce qu'ils ont Twitch derrière et l'infrastructure Twitch. Actuellement, le gros problème de Google, c'est qu'ils n'ont jamais su tirer leur force de leur propre maison, qui était YouTube. Les fonctionnalités promises par Google Stadia de streaming, etc., n'ont jamais vu le jour. Et c'est même pire que ça, c'est que YouTube Gaming, ça existe même plus entre temps. Qui stream sur YouTube à partie longue, j'ai envie de vous dire. Du coup, c'est triste parce qu'on parle quand même de 150 personnes qui vont se retrouver probablement licenciées ou retrouvées ailleurs chez des services de Google. Et c'est triste aussi pour Jade Raymond qui, depuis 5 ans, n'a littéralement rien produit depuis son départ d'Ubisoft. Elle était chez Visceral Games, elle est partie chez EA Motive, elle est partie chez Stadia, et elle va partir de chez Stadia, et on ne sait pas où va se retrouver. C'est une jeune femme, une femme qui est extrêmement douée, elle a des capacités de ouf, et elle se retrouve à chaque fois dans des projets qui prennent l'eau. Elle a voulu prendre son envol d'Ubisoft,
Elle s'est retrouvée chez Visceral, Visceral s'est fermé. Elle s'est retrouvée chez Emotive, Emotive a été restructurée et a fermé. Et a donné lieu à Rogue Squadron, mais Rogue Squadron, bon, c'est un projet de moindre envergure, on va dire. Et elle s'est retrouvée chez Stadia, Stadia s'est fermé. Voilà. Le PS Now, c'est des serveurs Microsoft qu'ils utilisent, donc ils vont refourguer à qui leur techno. Peut-être à Nintendo, hein. Peut-être Nintendo sera derrière. Hein. Bref, c'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Vous avez un long communiqué qui a été donné par Google. Je suppose qu'ils vont se concentrer sur d'autres choses. Hein. Peut-être qu'il y aura une sorte de revival. Hein. Mais ouais, ça pue un peu du cul, quoi. Ça pue un peu du cul. Voilà, voilà. Donc j'ai pas envie de taper dessus parce que fondamentalement, moi je tapais dessus essentiellement pour des valeurs très personnelles. Coucou Ico, des gros bisous à toute la smala. Merci beaucoup Bitnik pour ton 7ème mois d'abonnement. C'était pour des convictions personnelles sur le cloud gaming dans un premier temps. Puis après j'ai mis de l'eau dans mon lait. Et c'est surtout le fait que ce soit Google et un service qui ne fonctionne pas. Mais c'est dommage quoi, parce qu'il y a de la thune qui a été mise dedans et pour moi, ça montre encore une fois que quand Google annonce un nouveau projet, faut pas leur faire confiance. Hein? C'est pas la première fois qu'ils abandonnent des trucs en cours de route. Voilà, voilà. Faut vraiment faire une vidéo les dangers du Game Pass et coq, parce que je vois que le monde acclame le truc en oubliant de parler de ces dangers, comme par exemple le fait que les petits développeurs ne pourront pas rivaliser avec les géants de l'industrie. Oui. Après, je sais pas si c'est le véritable danger, c'est la maximisation de l'offre en réalité, surtout pour les petits développeurs. C'est plus un danger en termes de visibilité, plus qu'un danger en termes de on va se faire enculer, parce que fondamentalement, le Game Pass c'est une offre cool. Je sais pas si vous aviez vu tourner l'information, mais The Medium est rentable. The Medium est rentable Day One parce que Microsoft a payé. Et c'est pas un petit développeur, mais c'est pas un gros développeur non plus, ceux qui sont derrière The Medium. C'est vraiment une moyen quoi. Donc ils ont vraiment eu du mal, etc. Et heureusement qu'ils avaient les fonds pour développer le jeu. Donc je pense que c'est plus nuancé que ça. Je pense qu'il y a... Mais oui, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Bref, on va enchaîner là-dessus. Sur les bilans financiers. Alors, on va parler des bilans financiers de Sony et de Nintendo. Alors, je vous invite, à aller voir Oscar Lemaire sur Twitter et son site Ludostri. Voilà, j'en fais un petit peu la pub parce que c'est du bon travail qui est fait dessus. C'est payant puisqu'il faut aller sur son Patreon pour lui lâcher un tip. Donc si vraiment vous êtes intéressé par du journalisme indépendant, sourcé et bien écrit, allez voir les travaux d'Oscar Lemaire. Toujours est-il que il a partagé sur son thread les résultats financiers de Sony, et je trouve que c'est intéressant tant pour Sony comme pour Nintendo. Alors Nintendo, bon, c'est rigolo parce que stonks comme on dit. J'ai trouvé que c'était Sony le plus intéressant dans le lot sur ce qu'il avait à raconter. Donc on va lire son thread et on va en discuter un petit peu. Donc le Sony est en excellente forme et se dirige tout droit vers une année record à tous les niveaux et revoit donc à la hausse ses objectifs. Chiffre d'affaires 69 milliards, bénéfice opérationnel 7 milliards, bénéfice net 8,6 milliards. Alors, ce qui est intéressant et ce qu'il note, c'est que là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, Sony, Microsoft ou Nintendo sont en déficit, ou en tout cas sont loin de faire de bons chiffres quand ils sortent une nouvelle console, parce que c'est vendu à perte, et qu'il y a de la perte d'argent, etc. Alors que là, c'est des bénéfices records. Il y a rarement eu autant de bénéfices qui ont été faits par la boîte. Le jeu vidéo est toujours l'activité la plus importante de Sony, et cela représente 29% des ventes du groupe et 32% de ses bénéfices. Je trouve ça incroyable, regardez ça. Là, en termes de bénéfices, le jeu vidéo c'est 32%, c'est un tiers des bénéfices de Sony. La musique c'est juste 15%. Le cinéma, Sony c'est Columbia, hein. Le cinéma c'est à peine 8%. Moi je trouve ça dingue.
L'électronique 13%, produits électroniques 15%, et les services financiers, je ne sais pas ce que ça représente, 14%. Et en plus, ils ont officialisé effectivement que la PS5 se vendait à perte, et pourtant ils font quand même des bénéfices records. Mais je trouve ça incroyable comment le secteur jeux vidéo est plus important que le secteur cinéma et télévision avec Columbia. Je trouve ça dingue. L'activité jeux vidéo de Sony se dirige également vers une année record, et Sony revoit aussi à la hausse ses objectifs annuels de l'année, donc chiffre d'affaires 20 milliards, bénéfices 2 milliards. Regardez-moi ça. C'est juste ultra stonk en 2020-2021, et c'est juste pour le Q1-3. Le secteur jeux vidéo est le premier en termes de bénéfices. Oui. C'est vrai. La performance est d'autant plus impressionnante que le lancement d'une nouvelle console signifie généralement des ventes à perte et des investissements marketing colossaux. Et cela conduit habituellement à une année déficitaire. Et là non, bénéfice record attendu. On est d'accord qu'entre-temps, la crise sanitaire a quand même plutôt pas mal joué sur ces bénéfices-là. Je pense que ça a dû augmenter le nombre d'abonnés au PS Plus aussi. Pour expliquer ces profits énormes, ce n'est pas très compliqué. Avant-hier, j'ai fait ce graphique pour montrer la répartition du chiffre d'affaires software hors console. Jeux physiques, dématérialisés, microtransactions. Voilà. N'oubliez pas quoi, il y a de la vente, il y a de la récupération de royalties dessus. Donc ça c'était chez Nintendo. Voilà l'équivalent plus ou moins pour Sony. Dématérialisé, microtransactions. Regardez-moi la part de jeux physiques de 8%, le démat 30%, les microtransactions qui sont récupérées à l'intérieur 40%, c'est des royalties. C'est les royalties que récupère Sony. Genre sur des FIFA, sur des Call of, des ventes de DLC, etc. Vous avez vu ça un peu? Du côté des ventes de consoles, vous avez sans doute déjà vu passer l'info, 4,5 millions de PlayStation 5 distribués dans le monde au 31 décembre, soit en gros le même démarrage que la PS4. Faudra pas s'attendre à mieux, parce qu'il y a des pénuries chez AMD en ce moment, et que ça risque de diminuer ou de stagner en tout cas. Il y a beaucoup moins de ventes PlayStation 4 en ce moment, 6,2 millions de consoles écoulées en 2020 dans le monde, soit une baisse de 58% par rapport à 2019. Mais qui s'explique très facilement, parce qu'il y a la sortie de la PlayStation 5, mais aussi et surtout nous explique Oscar Le Maire, et je trouve ça hyper intéressant. Vous avez remarqué que Sony n'a pas fait de baisse tarifaire de la PlayStation. Il n'y a pas eu de baisse tarifaire de la PS4 à l'arrivée de la PlayStation 5. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à la dernière fois où vous pouviez prendre une PlayStation 3 à la sortie de la PlayStation 4 en mode il y a une grosse baisse tarifaire, une nouvelle version ou je ne sais quoi pour l'arrivée de la console, là, Sony ne l'a pas fait. C'est-à-dire que la PS4 est toujours plein pot en même temps que la PS5. Et si vous voulez vous rabattre sur une PS4 parce que vous n'avez pas eu de PS5, la PS4 vous allez devoir la payer cheros. Mais c'est pas grave, parce que Sony commence une transition vers le service aussi. Et que c'est ça qui rapporte le plus de tunas. C'est le parc installé, les 115 millions de joueurs PlayStation 4 et les 47 millions d'abonnés au PlayStation Plus. 47 millions d'abonnés au PlayStation Plus. Je sais pas si vous vous rendez compte de la manne financière que ça fait. Alors du coup, ouais, ils peuvent se permettre de temps en temps de sortir gratuit sur le PlayStation Plus pour le mois de février des jeux comme Control Ultimate Edition sur PlayStation 5. Ouais, ils peuvent se le permettre pour attirer davantage d'abonnés. Constatez l'évolution des ventes annuelles de la PS4 par rapport à celle de la PS5 au même cycle de vie. Pour sa 8e année, les ventes de PS4 sont inférieures de 54% à celles de la PS2 en 2007. La PS4 restera quand même malgré tout une des meilleures consoles jamais vendues ever. La deuxième console la plus vendue de Sony, mais vous attendez pas à ce qu'un jour, et c'est ce qu'il explique aussi, c'est juste une histoire de record à battre finalement, vous attendez pas à ce qu'un jour la PS2 soit battue, parce que les stratégies ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Voilà. C'est simple de comprendre pourquoi cette différence par la volonté de Sony de ne pas baisser le prix de la PS4. En gros, Sony abandonne l'idée de toucher un nouveau public prêt à acheter uniquement à bas prix en fin de vie. Ce qui fait qu'on s'en doutait déjà depuis plusieurs trimestres, mais là il n'y a vraiment plus aucun doute possible, la PS4 n'atteindra jamais le record de la PS2 à 155 millions. Ça n'en reste pas moins la deuxième console de salon la plus vendue de l'histoire.
Par contre, si on ajoute les portables dans l'équation, vu la tendance actuelle, il risque d'être plus difficile que prévu d'atteindre les podiums des consoles les plus vendues de l'histoire. 155 millions pour la PS2, la DS à 154, la Game Boy à 118, la PS5 à 115 millions. Voilà. Je vous invite à aller lire ce thread, c'est hyper intéressant. Les jeux Sony First Party représentent 18% du total du chiffre d'affaires. L'année la plus grande réussite grâce à cette vente de jeux, 275 millions de jeux PS4, PS5 écoulés sur les 9 premiers mois. Là c'est incroyable parce que je trouve ça intéressant, c'est Sony qui a eu la stratégie payante du jeu exclusif, de l'exclusivité Sony. On voit que l'exclusivité a de l'avenir. Et que ça a été un mauvais bail, je pense, de la part de Microsoft de jouer sur l'offre service, sur la famille Xbox, ou jouer le plus confortablement possible, entre guillemets, sur toutes les plateformes confondues, parce que, on le voit, mais l'exclusivité, ça a de l'avenir. L'exclusivité bien fichue, la caractérisation, la mise en avant de quelque chose qui fait vraiment exclusif chez toi, c'est encore important en 2021. Et ça l'a été important sur toute cette génération. Et l'exclusivité, c'est extrêmement important. On l'a vu. On l'a vu juste avant avec la fermeture des 2 studios de développement. Ce qui fait mal à Stadia, c'est l'absence d'exclusivité. On dira ce qu'on veut. C'est chiant parce qu'effectivement, il faut se procurer X ou Y console pour pouvoir jouer aux jeux qui nous intéressent. Mais en termes d'importance, que ce soit dans l'inconscient des joueurs ou même en termes d'image de marque, les exclusivités c'est important. 18% du total contre 17 l'année précédente, toujours sur avril-décembre sur les jeux Sony uniquement. 34,3 millions en 2019, 49,3 millions de ventes en 2020 grâce à Last of Us 2 et Ghost of Tsushima. C'est méga hyper important et actuellement c'est ce qui fait que Sony, ok peut-être que c'est peut-être un peu moins puissant que la Series X, mais c'est plus fort en termes d'image de marque que Microsoft et c'est imbattable à ce niveau-là. Microsoft a énormément de travail à faire pour rattraper tout ça. Je vous invite à aller voir le site Ludostri pour avoir plus de détails là-dessus. On enchaîne sur les scores de Nintendo. Alors, on va peut-être passer moins de temps là-dessus parce que, encore une fois, s'il y a un grand gagnant du coronavirus, entre guillemets, c'est bien Nintendo. Ce qui est incroyable, c'est que c'est des bénéfices records. La Switch va avoir 4 ans en octobre. 4 ans, hein, déjà. Hein, la Switch, 4 ans. C'est-à-dire que... on est en fin de vie théorique. La Wii U a duré 4 ans. Voilà. Il n'y a pas de jeu. En 2020, c'est Animal Crossing qui a sauvé la game chez Nintendo. Alors, on va commencer par le commencement. Plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les 9 mois d'année fiscale en cours. Plus de 4,1 milliards d'euros de bénéfices. Moi, ce que je trouve incroyable, je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement tout à l'heure, mais Sony, sur toutes les activités de Sony, il y avait 68 milliards de chiffre d'affaires et 8 milliards de bénéfices nets. D'accord ? Tu te dis quand même, le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui a été engrangé. Le bénéfice, c'est ce qu'il reste une fois toutes les dépenses effectuées. Paiement de taxes, paiement d'impôts, paiement de salaire, paiement des patrons, etc. Les dépenses diverses, le réinvestissement, non pas le réinvestissement, mais les dépenses diverses, etc. Il reste en trésorerie chez Sony 8 milliards, ce qui veut dire qu'il y a un truc comme 52 milliards qui sont partis en dépenses, qui sont des dépenses inflexibles. Là, vous voyez que Nintendo fait 4,1 milliards d'euros de bénéfices pour 11 milliards de chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte qu'il y a près de la moitié du chiffre d'affaires, presque la moitié du chiffre d'affaires, bon allez, j'abuse, un tiers du bénéfice du chiffre d'affaires de Nintendo qui part en bénéfice net. C'est incroyable. C'est les rois de l'optimisation ou alors je ne sais pas.
Là, vous voyez, c'est Stonks. Vous voulez placer un Stonks? Placez un Stonks. Voilà, le bénéfice net qui est un truc comme un tiers plus important que l'année dernière. Ça n'a absolument aucun sens. De toute l'histoire de Nintendo, le record en matière de bénéfice net annuel fut 2,2 milliards d'euros en 2008. Nintendo prévoit d'atteindre 3,15 milliards cette année. 11,57 millions de Switch sont écoulés dans le monde. 27,4 millions en 2020. De janvier à décembre. La meilleure année de la PS4, c'était 19,4 millions. La meilleure année de la Wii, c'était 24,8 millions. De la Wii. De la Wii. C'est un gros succès, la Wii, quand même. Au total, c'est 80 millions, voilà. 80 millions de Switch sont écoulés depuis sa sortie, 80 millions en 4 ans. C'est ultra impressionnant. La Switch est sur une pente actuellement qui est équivalente, supérieure à celle de la Wii. La courbe des ventes de la Switch dépasse celle de la Wii, elle reste en dessous de la DS. 31,18 millions d'Animal Crossing. 31 millions d'Animal Crossing. Mais vous vous rendez compte? En 5 jeux, Animal Crossing, c'est devenu beaucoup plus fort que Pokémon. C'est devenu plus fort que Mario. C'est devenu plus fort que Zelda. Mais dans quel monde vit-on? 31 millions d'un jeu avec un budget d'indé vendu 50 balles, oui. Et 50 balles, ça reste moins cher que la concurrence en plus. C'est ça le truc. Mais ils gagnent plus d'argent dessus. Et grosse strat, hein, de ne pas faire la course à la technologie. En vrai, grosse strat. Les ventes mondiales de Mario Kart 8 Deluxe. 4,42 millions. Alors, Mario Kart 8 Deluxe qui va bientôt finir par être le Mario Kart le plus vendu. Hein. Juste le 8 Deluxe. Si tu fais en cumuler le 8 et le Mario Kart 8 Deluxe, il dépasse Mario Kart Wii. Mais le 8 Deluxe, voilà, cette année, il dépasse Mario Kart Wii. Mario Kart 8 Deluxe, cette année, voilà, c'est dit, ça dépasse Mario Kart Wii. Le jeu se vend, mais tout le temps, quoi. C'est insane. Moi, je trouve ça dingue. Ce genre de chiffres-là. Et on attend toujours Mario Kart 9, effectivement. Mais pourquoi attendre Mario Kart 9 quand t'as l'épisode sur le Deluxe qui se vend autant? Je veux dire, quand ton remaster de la génération précédente se vend presque autant, que se vend bien plus, pourquoi? Moi, je pense très sincèrement qu'on peut se brosser pour cette génération pour un nouveau Mario Kart. Le 9, faudra l'attendre sur la prochaine gen. Sur le prochain Switch. Sur la prochaine Switch. Les ventes mondiales de Zelda Breath of the Wild. Donc on a eu 1,71 sur le dernier trimestre, 5,11 en 2020. On est à 21,45 millions. Mais regardez-moi ça. Il poutre, mais littéralement, tous les précédents Zelda. Tu peux t'amuser à cumuler les chiffres de Twilight Princess avec tous les Zelda qui sont sortis entre temps. Et c'est plus fort. Il s'est passé quoi chez Nintendo là? Qui s'est passé? Les ventes mondiales de Super Mario Odyssey, 1,24 millions sur le dernier trimestre, 3,64 sur 2020, 20,23 millions depuis sa sortie. Mario qui est moins fort que Zelda, mais qui est fort quand même. Attention. Ça c'est Super Mario Maker 2. Dites-vous que Super Mario Maker 2 c'est aussi fort, c'est plus fort que Super Mario 3D World. Super Mario Maker de base c'était plus fort, mais vous voyez un petit peu l'idée. C'est dingue. Alors on n'est pas au niveau de New Super Mario Bros. On n'est pas au niveau de New Super Mario Bros. Oui. Mais c'est plus fort que les derniers Mario 3D qu'il y avait eu, donc le 3D World. C'est plus fort que Mario Galaxy. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant. Bonjour Kofi. Les ventes mondiales de Super Smash Bros Ultimate. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous montrer qu'Ultimate défonce le reste aussi? Mais on est sur une évolution moins vénère, enfin,
par rapport aux énormes diagrammes que nous avait présenté Oscar Le Maire tout à l'heure, c'est un peu moins vénère, on va dire, mais ça reste quand même énorme. Pokémon épée et bouclier qui a dépassé les 20 millions d'épée et bouclier, hein. Bon, de gold et silver, voilà. Mais à part ça, c'est le pire Pokémon jamais fait, hein. À part ça, Pokémon épée et bouclier, c'est le pire Pokémon jamais fait. Que voulez-vous, hein, y a pire comme destin pour le pire Pokémon jamais fait. Mario Kart 8 Deluxe, 4ème jeu le plus vendu de l'histoire de Nintendo. Animal Crossing est classé 6ème. Quelques autres chiffres, donc 3D All Star est à 8,32 millions. Ils ont vendu 8,32 millions de 3D All Star. Ring Fit Adventure est à 8,68 millions. 51, les 51 meilleurs jeux, là je sais pas quoi là, 2,61 millions. Mario Kart Live, 1 million. Paper Mario Origami, 3 millions quand même. Eh, c'est pas mal, hein. Xenoblade Definitive Edition, 1 million 48. Luigi's Mansion est à 9 millions. Luigi's Mansion 3, 9 millions. Pikmin 3 Deluxe, 1 940 000. Et c'est déjà l'épisode le plus vendu de la série. Voilà. Écoutez, il y avait des gens, ils voulaient jouer à Pikmin à ce moment-là. Voilà, voilà. Je vous invite encore une fois à aller voir le thread de Oscar Le Maire à propos de Nintendo et d'aller sur le site Ludostri si vous voulez davantage d'informations là-dessus. Voilà. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont tellement sorti peu de jeux sur cette période. C'est incroyable. Je sais pas si... Bon, je sais qu'il y a des personnes qui pouvaient être plus ou moins déçues, entre guillemets, des scores de Xenoblade. 1,480 000 pour un épisode remaster d'un jeu qui avait bien marché sur Wii. C'est franchement pas mal. Et on n'est pas sur la même cible que la plupart des jeux. Un Mario ou un Zelda, c'est très très grand public. Un Xenoblade, je vous assure qu'il y a des JRPG qui aimeraient bien faire ces scores-là. Je vous assure que Persona aurait bien aimé faire ce genre de score-là à une époque aussi. Surtout pour une exclusivité comme As. C'est très très bien, 1 480 000 pour le remaster. Le 2 avait, je crois, fait un truc comme 2 millions ou 3 millions. Il y a la moitié des journalistes au monde qui ont dit que Pikmin 4 était prêt et allait sortir en 2015 et tout le monde se jette sur la réédition du 4. Je ne comprends pas. Sur la réédition du 3, tu veux dire. Mais tout le monde s'est jeté dessus, oui et non, hein. Bon, après... je pense que Pikmin 3 a aussi profité de l'effet... Il y a rien. Hein. Ouh, Nintendo, il y a rien. Bon, ok, je prends. En vrai, je pense que Pikmin 3 a quand même profité un peu de cet effet il y a rien. Puis c'est un bon jeu, donc il le mérite un peu, quoi. Donc c'est cool. C'est cool aussi pour cet opus qui est sorti sur Wii, quoi, et sur Wii U qui aurait mérité mieux, quoi. Qui aurait très clairement mérité mieux. Voilà, voilà. Ça a dû faire la même chose avec le Paper Mario annoncé en mode ninja quelques semaines avant sa sortie. Je pense que ça a joué aussi. Hein. Et le Paper Mario s'est bien vendu, mine de rien. Pour un truc de niche aussi. Après, le JRPG mis à part, Persona 5, ça a du mal à se renouveler, notamment niveau graphisme, animation, dynamisme. Donc c'est normal que ça reste de niche. Je suis d'accord. Faut bien avoir conscience que en termes de cible et en termes de budget, on n'est pas sur exactement la même chose pour des jeux différents. Qu'un Mario fasse 1 million de ventes, ce serait inquiétant. Le reste, voilà. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais speedrun. J'ai plus beaucoup de batterie de la caméra, donc on va speedrun la fin. Allez voir Oscar Le Maire pour tout ça sur Twitter et sur Ludostri. On a des informations sur Final Fantasy VII Remake. Histoire, monde ouvert, l'équipe parle de l'épisode 2. Donc oui, il y aura un épisode 2 qui sera en cours de route. Non, il y a de fortes chances que ça ne soit pas en monde ouvert. Soyez rassurés, il risque d'être tout aussi linéaire. Alors moi je trouve ça pas plus mal, hein. Si vous me proposez un monde linéaire façon Final Fantasy X pour la suite des aventures de Final Fantasy VII, je suis chaud. Je vais vous lire ce qu'on nous explique et puis on va en discuter un petit peu après. Nous ne pensions pas qu'il était nécessaire de créer un monde ouvert pour Final Fantasy VII et Remake dans la mesure où le jeu était d'abord dirigé par son scénario. Je suis d'accord jusque-là. Si c'est dirigé par son scénario, il n'y a pas besoin de faire un monde ouvert, ça serait peut-être un petit peu trop lourd. Cela m'amuse de voir que les spectateurs du stream affirment qu'ils n'ont pas besoin d'un monde ouvert pour la seconde partie.
je suis d'accord. Je pense que Hamaguchi a marqué des points en soulignant l'importance du scénario. Lorsque nous avons créé Final Fantasy VII Remake, nous avons décidé de situer toute l'action du jeu dans Midgar, par exemple. Dans la version originale de Final Fantasy VII, vous n'avez pas vraiment conscience de que c'était de regarder les quartiers riches depuis les bas-fonds, mais nous avons réussi à retranscrire ce sentiment dans le remake. Pour la seconde partie, nous avons envie de penser à ce genre de détails et l'appliquer au reste du monde. Ceux qui ont joué à la version originale de Final Fantasy VII se demandent sans doute ce qui va se passer ensuite, en revanche, et parce qu'ils connaissent déjà l'histoire, cela nous donne l'opportunité de leur apporter ce qu'ils attendent, mais qu'ils se disent « Oh, alors voilà comment ça s'est passé !» Notre but est de les surprendre, nous aussi, mais aussi de dépasser leurs attentes. Ceux qui ont joué à la première partie, wink wink, peuvent déjà avoir une idée du genre de jeu que nous sommes en train de faire. Sans spoiler, c'est un reboot, hein, plus ou moins. L'histoire de Final Fantasy VII est revue, repensée pour plaire autant à ceux qui ont connu l'épisode original que ceux qui veulent se lancer dans ce Final Fantasy. Il y a des choses que ne peuvent comprendre que les personnes qui ont joué au FF7 Remake. Et c'est pas grave si vous n'avez jamais joué à FF7 Remake, parce que du coup, l'histoire est compréhensible quand même. Merci beaucoup Emuzu pour l'abonnement en Prime, 12e mois d'abonnement, ça fait méga plaisir. Mon dieu, 1 an déjà, c'est toujours un plaisir de regarder vos lives, merci, ça fait plaisir. Aeris va peut-être vivre. Ouais, alors c'est le... c'est vraiment la question qui est au bord des lèvres de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, sachez que la partie 2 est en cours, et qu'il faut s'attendre à vraiment qu'il continue sur cette lancée-là de vraiment relire l'aventure, de redécouvrir, d'aller dans des terrains connus, mais de les voir différemment. Voilà. C'est vraiment cette envie-là qui anime l'équipe en charge de Final Fantasy VII Remake. Il faudra voir chacune de ces parties comme des jeux différents. Je pense qu'on peut s'attendre à une trilogie à ce niveau-là. Et ben voilà, on est coupé. J'ai plus de batterie. Je disais donc, je pense qu'on peut s'attendre à une trilogie pour le jeu, très sincèrement, éventuellement 4 épisodes, mais je pense que ça va se conclure là-dessus. Il va faire tout noir. Adieu Ico. Écoutez, c'est pour dire que peut-être que j'ai streamé trop longtemps. Désolé, j'ai pas de batterie supplémentaire sur moi. Donc écoutez, vous allez entendre ma douce voix en off actuellement. Nous allons devoir nous quitter sur ces belles paroles. Merci à tous d'avoir été présents du début jusqu'à la fin. Jouez aux jeux vidéo, faites-vous plaisir. Bye bye tout le monde.